Wilfried Adou, Virgile Arouansé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM, et vous avez parfaitement raison d'être au rendez-vous de ce 121e numéro. Virgile Arouansé est présent au micro et aussi en aussi bonne forme que le dimanche passé. Virgile, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors Virgile, nous recevons ce matin un homme qui a la double casquette d'opérateur économique et d'acteur politique, Jean Goulombe. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Wilfried. Alors, vous êtes le président d'honneur du Congrès du Peuple pour le Progrès, le CPP. Vous avez été membre de la majorité qui a dirigé le pays du 2006 à 2016. Et vous êtes ancien chargé de mission du président Boni Yayi. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour partager avec nos auditeurs vos explications, analyses et commentaires sur les actes posés et la parole entendue. Alors, Jean Bonongwe, sans formalité, nous allons mordre dans le vif du sujet, si vous le permettez. Boni Yayi, dont vous avez été l'un des plus fidèles et fervents soutiens, a fini son mandat et s'est retiré sans que ne soit donné au bilan concret de sa gouvernance l'ampleur médiatique et populaire auquel 10 ans durant il nous avait habitués, sans vous demander de faire cet exercice délicat à sa place. Quel regard jetez-vous quand même sur son parcours à la tête de notre pays? Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de Yayi Boni encore aujourd'hui. C'est vrai que malheureusement, on n'a pas assisté à un bilan du règne du président Yayi Boni qui a fait 10 ans à la tête de ce pays. Il a fait des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont moins réussi, il y en a qui n'ont pas réussi du tout. C'est normal puisque c'est une œuvre humaine. Yayi Boni devrait faire effectivement ce bilan, ou on devait l'accompagner à faire ce bilan. Mais le règne de Yayi Boni est mal terminé. Mal terminé puisque vers la fin de son mandat, d'abord lui-même n'a pas l'impression que les 10 ans sont en train de finir. Il s'est comporté toujours, vous avez su, même à la veille de la passation des services, il était toujours en train d'inaugurer des choses. Il n'a jamais pensé à terrir. Bon, c'est une affaire peut-être liée à la personne qui travaille, qui ne calcule pas beaucoup ce qui se passe. Il ne s'est pas rendu compte de la fin du mandat. Ensuite... Vous pensez qu'il a été surpris, c'est ça? Par la fin du mandat? Je ne sais pas. Normalement, il ne devait pas être surpris. Je ne crois pas que c'est une surprise. Il a l'impression que ça se poursuit. Bon, c'est une impression difficile à gérer, à expliquer par quelqu'un d'autre que lui-même. Bon. Il faut que ça lui-même, parce qu'on a l'impression que tous les jours, il pense que son mandat se poursuit et il se dit jusqu'à la dernière heure, il va toujours travailler. Mais travailler, c'est pas forcément au niveau des inaugurations. Il y a d'autres choses à faire en matière de travail. Faire par exemple un bilan. Il avait plus de pose de première pierre que d'inauguration. Bon, vous le direz comme vous l'entendez, mais ce qui est sûr, tout se faisait comme si le mandat n'était pas en train de finir. Par ailleurs, il y a une nuée, un grand nombre de gens qui avaient travaillé avec lui, qui ont profité du régime et qui, pour des raisons de repositionnement, se sont vite dépêchés de se mettre ensemble pour l'accabler. Et plus il était accablé, plus il s'enfonçait, et c'est ça qui a donné le résultat que nous avons vu. Sans quoi, Yayi Boni, sur le plan des infrastructures, a fait beaucoup de choses. Yayi Boni, sur le plan de la prise en charge de la vie sociale, il a fait beaucoup de choses. Mais, du point de vue gouvernance, du point de vue partage du pouvoir, Yayi Boni a moins réussi. Puisqu'il a tellement travaillé par lui-même qu'à un moment donné, une seule tête ne peut pas diriger tout un pays. C'est comme ça que vous percevez ça. Pourtant, il y a des gens qui sont passés dans ce studio avant vous qui estiment que même ce qui a été fait n'a pas été si bien fait que ça. Il y a des choses certainement qui ont été faites, c'est sûr. Mais est-ce que ces choses ont été bien faites là? C'est encore un autre problème. Alors, que souhaitez-vous concrètement qu'on retienne
de substantiel de cet homme dont on peut longuement parler encore sans s'ennuyer. Vous en étonnez. Évidemment, Boni Yayi, c'est un homme qu'on ne finit pas de raconter. Et il y a tellement de choses à dire sur lui. Et vous reconnaîtrez avec moi que pendant qu'il était aux affaires, il était difficile de parler de lui. En tout cas, nous, on le faisait. Mais nos invités en avaient tellement, ils en avaient une peur bleue. Je ne sais pas pourquoi. Vous invitez des gens, ils refusaient de venir parler de ce qu'ils savent, de ce qui se fait. Et quand ils arrivaient même et que vous leur posez des questions, ils éludaient les questions, ils contournaient les questions, ils ne veulent pas répondre. Évidemment, quand on vous a maintenant soulagé, déchargé, n'est-ce pas, de cette pression, on a envie de vous poser plein de questions. Donc, il faut à la vérité reconnaître que Jean Goudongbé était l'une des rares personnes à se prêter à ce témoignage. On peut porter ce témoignage, je le sais très bien. Comme vous l'avez dit, je suis venu déjà même à cette émission, j'ai parlé de Yayi Boni, comme je devais parler de lui aujourd'hui. Il n'y a pas lieu de se dire qu'il y a un drame. Si vous, au niveau de Atlantique Soleil FM, vous en avez parlé, vous n'avez pas été inquiété, vous comprenez que ceux qui racontaient des choses n'engageaient que leur seule responsabilité. Moi, je ne connais pas, je n'ai pas compté, je ne sais pas s'il y a des détenus politiques dans ce pays. Il n'y en a pas eu. Non, les gens avaient peur d'autre chose. Ils avaient peur d'autre chose, pas de la prison. Oui, justement, il y en a qui pensent que dès que vous dites mal de Yayi Boni, vous perdez votre poste. Et il se cache sous cet angle-là et il ne peut pas dire ce qu'il pense. Moi, j'ai fait 10 ans, j'ai soutenu Yayi Boni 10 ans, je n'ai pas regretté de l'avoir soutenu. Je n'ai pas réclamé des postes, j'en ai pas eu besoin, on me l'a proposé, j'ai dit non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une volonté de soutenir un homme. Et j'ai vu ceux qui estimaient qu'il n'a pas bien fait certaines choses. Je ne peux pas dire que tout ce qu'il a fait, c'est très bon. Ça, c'est pas vrai. Mais lorsque vous quittez ici, vous allez à Parakou. Lorsque vous quittez ici, vous allez vers Igolo. Vous quittez ici, vous allez vers Mono partout. Vous passez sur des voies et vous sentez que ces voies sont bonnes. Les voies de Boni Yayi, mais à quel prix donc ces voies ont été faites? Parce que c'est finalement cela, ce qu'on lui reproche. Il a mis beaucoup d'argent, excessivement d'argent pour peu de qualité, disent les techniciens. On aurait pu faire mieux. Bon, c'est possible. Voyons, il faut pouvoir comparer plus. Il faut avoir plusieurs choses pour faire des comparaisons. Yayi Boni a fait un certain nombre de routes. On a estimé que c'est trop cher. Voyons les années qui vont arriver. Un autre, puisqu'il y a là maintenant un autre président, les routes et autres qu'il va réaliser, on va comparer pour voir qu'est-ce qui est plus cher. Parce qu'on ne peut pas se lever et ne comparer qu'une seule chose. Non, mais il faut avoir tout au moins... Là où on peut vous contredire, M. Goudongbé, Boni Yayi n'a pas créé la République du Bénin. Il y avait un Bénin avant lui, il y en aura un autre avant lui. Donc avant lui, il y a eu des routes. Après lui, il y en aura. Donc avant, ce qui s'est passé avant lui, on peut déjà avoir des éléments de comparaison. Vous ne pensez pas? Oui, mais ceux qui le disent, ils ne le comparent pas à quelque chose. Ils devaient comparer ça si vous souhaitez de comparaison, M. Jean Goudongbé, parlons des choses. La route Pao-Ouida, par exemple, vous connaissez déjà la qualité de cette route vient à peine d'être faite. Et regardez la route dans quel état dans Cotonou, la route de l'Étoile, par exemple, au stade de l'Amitié. Il n'a pas redit, on ne dirait pas que nous sommes dans le même pays. Bon, et ce que je voudrais dire, c'est cet élan-là, cette volonté de condamner coûte que coûte, qui fait qu'on en arrive à ces résultats. Est-ce que ce ne sont pas les faits qui condamnent l'homme? Non, je pense que si quelqu'un réalise 20 routes, et qu'on constate qu'il y a 2 ou 3 qui ne sont pas de très mauvaises. On peut citer la route Boycon-Godomé aussi. Cette voie, vous avez dit que ce n'est pas bon. Je crois que vous n'êtes pas allé là-bas ces derniers temps. Moi, j'y suis hier. J'étais dans les collines hier. La voie est très bonne. Vous ne pouvez pas dire que cette voie est mauvaise. Il y a des routes qui sont très bien. Il y a sûrement, parce que quand on dit route, réaliser une route, il y a le président de la République qui a ordonné de faire la route. Il y a le ministre, il y a tout ce, y compris même l'apprenti qui a travaillé sur le chantier. Ça ne marche pas toujours pour toutes les entreprises de bien faire. Seulement, on ne peut pas dire qu'en matière d'infrastructure, Yayi Boni c'est 0. Je ne veux pas dire que Yayi Boni est 100% bien. Il a fait des choses qui, pour ma part, dépassent la moyenne. Vous dites qu'on le condamne, mais il y a un seul point sur lequel on ne le condamnerait pas à tort, on ne condamnerait pas à tort le docteur Yayi Boni, c'est celui de l'énergie. Êtes-vous aujourd'hui fier de la situation énergétique du pays après 10 ans d'un yaïsme triomphant, omnipotent, hyper actif, dont on nous a tout le temps dit qu'il n'avait qu'une seule religion, le développement?
et la lutte contre la pauvreté. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui de ce qu'il laisse en héritage par rapport à l'énergie? Ça, je suis d'accord avec vous. Et au départ, je vous ai dit, Yahya Boni a fait des choses qui sont bien. Il y en a qui sont moins bons, il y en a qui ne sont pas du tout bien. L'un des échecs de Yahya Boni, c'est l'énergie. Il y a eu trop de tapage, trop de mouvements, trop de projets pour peu de résultats. Ça, je partage ça avec vous. Parce que on sent en lui la volonté de réussir. Malheureusement, la réussite n'a pas toujours été au rendez-vous. Quand nous prenons Maria Aguilar, personne ne peut dire que c'est un succès. Lorsqu'on voit tous ceux qui défilent, tous ces étrangers qui défilent au palais, qui disent nous voulons faire ci, nous voulons faire ça. On a vu la volonté de faire des mini-barrages, de faire mini ceci, mini cela. Mais conclusion, le délaissage est là. Ça, je suis d'accord avec vous. Ça n'a pas donné le résultat qu'on escompte. Alors, Boni Yayi était le leader charismatique des FCBE, je dis bien était, en raison du fait que 2 fois en un mois, les députés et autres leaders FCBE invités par l'ancien président pour une concertation ont choisi d'être absents. Comment comprenez-vous ce double boycott qui, il y a quelques semaines encore, seulement en arrière, aurait été perçu comme un crime de lèse président immédiatement sanctionné par des représailles exemplaires et sans pitié? Bon, vous savez, il y a 2 choses. Il y a Yahya Boni lui-même, je l'ai dit, il n'a pas senti son mandat finir. Même après son départ, il n'a pas senti qu'il était parti, on dirait. Je continue encore de partager ce point de vue avec vous. Seulement, il y a aussi l'autre côté. Le Béninois, il est bien avec vous tant qu'il pense qu'il peut encore tirer quelque chose de vous. Dès lors qu'il pense que vous ne représentez plus rien pour lui, il ne peut rien tirer de vous, il vous abandonne. Ils sont nombreux. Moi, je connais beaucoup de gens qui, quand je les vois, je tiens la tête avec les deux, mais je me dis qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Puisque vous voyez quelqu'un qui a profité fortement du régime et qui au lendemain se sent complètement hors de la comptabilité de ce qui a été fait. Il y en a, ils sont nombreux. Je ne veux pas citer, ils sont nombreux. Et ne soyez pas surpris que le président Talon subisse le même sort. Oui, mais est-ce que cela ne tient pas aussi... Les mêmes sont encore autour de lui. Jean Gounongo, est-ce que cela ne tenait pas aussi de la gouvernance instaurée par Boni Yayi lui-même qui martyrisait à la limite des gens autour de lui, et bien, si bien qu'à la fin, on peut bien ne pas se réclamer de sa comptabilité, comme vous dites. Bon, c'est une manière de voir les choses. Il y a longtemps, ils ont voulu peut-être se décharger. Non, ceux qui voulaient se décharger se sont déchargés. Il fallait démissionner si on n'est pas ceux qui se sont déchargés, ceux qui se sont déchargés estiment avoir un certain courage. Ils sont combien? Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais vous raconter une petite anecdote, une chose vécue, d'accord, et qui vous permettra de comprendre ce de quoi on est en train de parler. Alors, il y a une organisation de la place ici au Bénin qui avait voulu organiser un débat au plus fort de cette histoire de la révision de la Constitution, un débat sur la révision de la Constitution, sur l'opportunité de la révision de la Constitution. Et donc, il fallait trouver, pour équilibrer le plateau, 2 personnalités qui avaient des choses à dire contre la révision et 2 qui soutenaient manifestement la révision. Alors, pendant 1 mois, je vous le dis, je suis sérieux, pendant 1 mois, on a cherché ceux qui étaient pour. Pourtant, le chef de l'État était d'accord pour que la révision se fasse. Donc, il n'avait que le chef de l'État invité. Voilà. Donc, ceux qui étaient contre, on les avait trouvés en 10 minutes. Ils étaient très nombreux. On a donné 2 coups de fil, ils étaient prêts pour venir faire le débat. Ceux qui étaient contre, on a passé 1 mois à les chercher. On a fait même un déplacement à l'Assemblée nationale. On s'est rapproché d'un certain nombre de députés, de la majorité, du président. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? C'est symptomatique de ce qui se passait à l'époque. Mais vous savez, monsieur, la révision de la Constitution, nous, on n'est pas pour, on n'est pas contre. C'est ce qu'ils nous ont dit. On n'est pas pour, on n'est pas contre. Ils disent, mais pourquoi? Et ils disent, tout simplement, si vous êtes pour, vous allez vous couvrir de ridicule aux yeux de ceux qui vont venir assister à ce débat. Mais si vous êtes contre, le lendemain, le chef de l'État prend son hélicoptère, il atterrit dans votre village et il saccage tout. Mais si ça aboutissait, ils en profitent. Voilà. Et donc, voilà et la situation. Donc, aujourd'hui, quand vous plaignez de ce que c'est un peu des hypocrites, etc., des profiteurs qui ne se sentent pas intéressés par la comptabilité de ce qui s'est passé, est-ce que ce n'est pas parce que, comme le dit Vigile, le système mis en place ne permettait pas à ces gens-là d'exprimer ce qu'ils avaient à exprimer? Bon, tout ce que vous venez de dire ne fait qu'appuyer
mon commentaire de tout à l'heure. Vous pensez? Si. D'accord. Je vous ai dit, on aurait dû voir dans ce pays quelqu'un qui a eu le courage de son opinion et qu'au lendemain, on l'a vu en prison. À partir de là, on va se dire, c'est comme ça se fait. Mais il n'y a pas que la prison. Non, la prison physique. c'est le mot. J'ai cherché le mot le plus fort. D'accord. Bon, je disais que les gens, ils sont en train de profiter de quelque chose. Ils se disent, je vais me taire parce que si je n'en parle pas, je serai heureux. Si j'en parle, on va me foutre en prison, on va me créer des problèmes, on va me faire perdre mon poste. On ira saccager mon village, comme on a dit. Il y a eu combien de villages saccagés? Aucun. Ce qu'il faut se dire, le Béninois a ce caractère disons, de populariser, d'aggraver l'hypocrisie. Au Bénin, c'est l'hypocrisie généralisée. Lorsqu'on est quelque part, tout le monde se met. Vous aurez vu déjà, depuis que le président Talon est élu, c'est la même chose qui a commencé. Il a déjà sanctionné combien de personnes? Ça a commencé, tout le monde dit, hey, apothéose, c'est Talon, c'est Talon. Attendez un peu, vous verrez dans quelques jours, ceux qui auraient crié, qui auraient constaté que ça commence un peu tard, leur prise en compte dans des positionnements. Ils vont commencer par ronchonner. Ça va commencer comme ça. Il n'y a pas d'âge dans cette affaire. Alors, mais est-ce que c'est pas parce que les intérêts, les moyens de pression par lesquels le Boni Yayi tenait toutes ces personnes, n'étant plus lui-même en possession de ces moyens, ils sont en train de vouloir s'émanciper. Est-ce qu'on n'est pas fondé à percevoir ainsi les choses? Je dis ce qui s'est passé est lié à deux choses. D'abord, à la personne du président Yayi Boni, qui n'a pas, d'abord, il n'a pas l'impression de connaître davantage, de connaître le Béninois. Parce que quand vous connaissez le Béninois et que vous savez que vous n'avez plus rien à lui offrir, vous ne l'appelez pas à des débats, il ne viendra pas. Il ne fallait pas le faire. De son côté. Parce que lui n'a pas l'impression qu'il ne peut plus rien. Il n'est plus en position d'offrir quelque chose, de donner quelque chose à qui que ce soit en ce moment. Voilà. Il était le dispensateur de toute grâce et de tout bien. Dans ce moment, il devait s'abstenir de donner des ordres. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on le considère comme un citoyen lambda. Et comme il est citoyen lambda, il n'a rien à donner à l'autre citoyen. À qui que ce soit. Il dit venez, les gens disent donc on n'a plus rien à tirer, ce n'est pas la peine d'aller là. Et d'être vu, peut-être par le groupe Talon, qui pourrait nous empêcher d'avoir des intérêts demain. C'est comme ça le Béninois se comporte. Ce n'est pas nouveau, nous on se connaît. Donc nous n'avons pas des hommes politiques, nous avons des affairistes politiques. Il y a très peu, il y en a. Il y a des hommes politiques, mais il y en a. Comme quelqu'un ici, c'est des affairistes politiques qui sont à la quête d'opportunités. Voilà, il y en a. Il y a ceux-là, ces affairistes politiques, comme vous le dites, sont très nombreux. Mais il y a quand même quelques valeurs politiques dans le pays. Quelques valeurs politiques. À l'Assemblée nationale, par exemple, les groupes parlementaires contrôlés par la FCBE sont déjà presque mis en lambeaux par les ambitions et les positionnements avantageux des uns et des autres. Chacun se cherche son chemin. Alors, dans ces conditions, Jean Gourongbé, qu'adviendra-t-il de l'héritage politique laissé par l'homme du changement? Ou bien on n'en fait plus qu'à, ou bien Boni Yayi est parti avec son héritage? FCBE comme UBF. Bon, merci d'avoir dit ça, M. Virgile. Dans ce pays, un régime en place a une mouvance. D'accord. Lorsqu'il s'en va, ça s'éteint. UBF était tellement puissante ici, pendant que le président Kérékou était au pouvoir. Vous en étiez membre, non? Non, je n'étais pas membre. Lorsque le président Kérékou est parti, ça s'est estompé, c'est terminé. FCBE était puissante pendant que le président Yayi Boni était là. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je ne me cache pas. Je connais le Béninois. Le Béninois, il n'a pas changé. Le Béninois, il malgré 10 ans de changement, il n'a pas changé. Vous savez, le mot changement ne date pas de Yayi Boni. C'est depuis Kérékou. Depuis 72, on a dit Rouzou. Et 3, tout ça, ça a changé. Pourtant, rien n'a changé. Le Béninois n'a pas changé. Je crains. Je n'ai pas la clé de la sortie, de la porte de sortie de la FCBE. Mais je crains que ça ne donne pas grand-chose. Puisque chacun cherchera sa position et dans la recherche de la position, ils vont abandonner purement et simplement FCBE et faire autre chose. C'est pas Vous avez vu comment ça a volé en lambeaux pendant les élections. Partout, là où vous ne pensez pas que ça pouvait voler en lambeaux, ça a volé. Il y a plein de localités où vous attendez des résultats, vous n'avez pas. Parce que déjà ça a changé. C'était à la fin. Est-ce que ce n'était pas Yayi Boni qui, en ce moment-là, déjà perdait de ses forces, de son pouvoir sur les autres?
Mais ces forces... Il était perçu comme fini. Tout à fait. Mais on ne devait pas le percevoir comme fini. Il était fini, politiquement parlant. D'accord. Je dis, il ne faut pas se leurrer. Il est président de la République, il a eu un mandat renouvelé 10 ans. Un point, c'est tout. Mais lui-même, Sachané a dit tout le temps, mais les gens disent que je suis fini, mais je ne suis pas fini. Oui, justement, c'est une erreur de le penser comme ça. Ça ne veut pas dire qu'après 10 ans, il faut le détester. Moi, j'ai soutenu Yahi Boni jusqu'au jour où il passait service. Et je n'ai pas regretté de le faire. Mais à partir du moment où il n'est plus président, il faut se dire qu'il n'est pas président. Il ne faut pas donner l'impression qu'il n'est pas président. Il n'est pas président. Et sur cette base, tout en lui accordant tout ce que nous voulons comme faveur, comme amour, nous reconnaissons que c'est quelqu'un que nous aimons parce qu'il a été président et qu'on a soutenu. Mais on ne peut pas dire qu'il est toujours président. Donc tout ce qu'il a fait après la passation de service, aller dans la partie septentrionale du pays, faire des déclarations, etc. Des tournées présidentielles. Tournées présidentielles, de remerciements et tout ça, vous n'avez pas bien perçu ça, non? D'abord, j'ai mal perçu ça, il faut le dire, parce que, pour moi, dès lors que les élections sont organisées, si j'étais président de la République, et on organise les élections, et le pouvoir, celui qui est nouveau, celui qui est connu comme celui qui est président de la République est connu, je m'abstiens de me considérer comme président de la République. C'était pas nécessaire. C'est vrai qu'il y a des habitudes qui ne tombent pas tout de suite du jour au lendemain. Il avait l'habitude de faire cette tournée. Bon, il a cru que, de temps en temps, il oublie que les données ont changé. Mais il ne faudrait pas oublier que ces données ont changé. Mais en le faisant, il était tombé dans une faute, oui ou non? Faute? Non, je pense que ce n'est pas une affaire de faute. C'est plutôt une méconnaissance de la vie politique. C'est une méconnaissance de la vie politique, surtout au Bénin. On ne sait pas à quel degré il faut prendre ça, mais certains sont allés jusqu'à penser que c'était le plan de la sécession à Tabor-Borgata qui avait commencé ainsi. Bon, ça, je ne m'engage pas dans cette lutte, je ne connais pas grand-chose dans ce plan-là. Ce que je sais, le comportement du chef de l'État en ce moment n'était pas nécessaire. C'était inutile parce que ça ne donnera rien de bon. Ça ne donnera rien de bon parce que avant qu'on ne fasse un plan de sécession, il lui fallut s'asseoir avec un certain nombre de gens. Il lui fallut s'asseoir et élaborer un plan de travail, comment il faut s'organiser. Il n'y a pas eu un plan. Enfin, mais on peut s'y mal prendre aussi. Si vous vous levez seulement pour dire vous savez vous allez diriger tout un pays, vous ne pourrez pas. Il faudrait qu'il y ait quand même un accompagnement. Moi, je n'ai pas appris, je n'ai pas assisté à une réunion où on a parlé d'un plan de sécession du pays. Et ce qui se faisait, j'étais aussi surpris que vous de constater qu'il évoluait encore là-bas, comme s'il était toujours président. Dans une seconde république. C'était pas nécessaire. Il y avait même un journal qui avait titré à l'époque que je pense qu'il aspirait à diriger le nord du Bénin. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est... On dit souvent en fond ou en marqué comme moi je suis, que nous contrôlons sinon ça. Quand l'œil ça commence à couler, mais après il n'y a plus de larmes, puis ça s'arrête. C'est ce qui s'est passé. Moi je pense à ce plan-là. Alors comment trouvez-vous l'opposition à Patrice Talon? Ou bien vous pensez qu'à l'instar de 2006, nous aurons une classe politique bellante, moutonnière, un régiment de courtisans qui drague le président, le caressant dans le sens du poil? Alors vous voyez dans une vraie opposition constructive, efficace et présente dans laquelle vous prendrez vous-même, Jean Gounombe, une part active. Comment voyez-vous les choses? D'abord, il faut dire que avec l'arrivée du président Talon, il y aura trois types de positions. D'accord. Il y aura ceux qui sont restés accrochés à Zinsou Lionel, qui vont dire, eux, ils sont là, ils ne vont pas changer. D'accord. Il y a un nombre, parce qu'il a eu quand même 1 million et quelques personnes qui ont voté pour lui. Donc des irréductibles de Lionel Zinsou. Il y en a qui vont constituer une opposition. Deuxièmement. Et Lionel Zinsou lui-même, vous ne le citez pas, il sera opposant, oui ou non? Je ne peux pas parler. Il n'a aucune raison de ne pas l'être. Il est l'opposant naturel en principe. Naturel, parce que vous savez, quand vous vous mettez dans cette position, vous choisissez, vous restez opposant. Si vous changez, bon, pour moi, ça sera ridicule. Donc, il y a ceux-là. Il y aura, comme d'habitude, les insatisfaits du régime, ceux qui ont soutenu le président Talon. Les insatisfaits du nouveau régime? Oui, du nouveau régime. Il y en a qui ils veulent être ministres tout de suite. Le premier gouvernement sorti, soit ministre, il y en a qui seront mécontents. Après, on peut former un second gouvernement, ils vont dire, ah, ça, c'est fini, ça, moi, je suis oublié. Il y aura ce groupe-là. Parce qu'il y en a qui ont voté parce qu'ils sont DG
Et, ou bien ils veulent être DG, s'ils n'ont pas assez tôt, ils vont se fâcher, ça va faire... Maintenant, le président Talon lui-même va créer d'autres opposants. Ses propres opposants. Oui, lui-même. Pourquoi? Parce que le fait de dire je fais un mandat unique, ça veut dire que les gens se disent le vrai régime de Talon, du président Talon, c'est 2 ans, 3 ans maximum. Puisque après ça, il faut commencer à préparer la succession. Et comme lui se dit mandat unique, des gens vont s'organiser pour se dire, bon, moi, comme il veut faire un mandat unique, moi je me prépare pour faire le mandat qui va suivre. Et ceux-là vont créer aussi un groupe d'opposants. C'est comme ça, pour les 3 groupes. Il y aura 16 opposants. Et on verra comment ça va se gérer. Et vous-même, vous vous situez par rapport à quel groupe d'opposants? Vous travaillez avec Talon ou vous êtes dans l'opposition déjà? D'abord, je vais dire, le président Talon, c'est un jeune frère à moi. Je le connais, on sait, je l'ai pratiqué, il m'a pratiqué au moins 20 ans avant que je ne vois pour la première fois Yaya Boni. Je le connais. Mais, Talon ou pas, je pense qu'à mon âge aujourd'hui, il est bon que je fasse un recul. Il faut savoir s'arrêter. Oui, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Je peux donner des conseils, je peux donner mon opinion sur certains événements. Mais me mettre à dire je vais m'opposer, je vais accompagner, ça ne sert à rien. Je ne vais pas me mettre à accompagner le président Talon parce que moi je veux une place, je ne veux plus rien. Là maintenant, à mon âge, il faut laisser les jeunes gens travailler pour soutenir ou ne pas soutenir le chef de l'État. Le grand rendez-vous. Très bien. La grande actualité de la semaine, c'est l'installation par le chef de l'État de la Commission des réformes politiques et institutionnelles. Une grosse polémique s'en est suivie. En cause l'effectif de cette équipe, le nombre de jours fixés pour la mission, la présence de certaines personnalités ou structures et l'absence d'autres, etc. Quelle lecture faites-vous de tout ça, Jean Goudombi? Bon, moi j'ai suivi avec vous tout ce qui s'est passé, j'ai entendu ici et là, et ça ne m'a pas surpris. Ah bon? Ça, c'est le Béninois. Ça, c'est le Béninois. Le Béninois, quand il n'est pas dans quelque chose, c'est mauvais. Si on ne me met pas parmi les 30, c'est mauvais. 35 finalement. 35, bon, finalement, j'espère que c'est finalement. Ça progresse. Donc, le Béninois, c'est ça. Parce que je ne suis pas parmi eux, c'est pas bon. Et chacun, même ne connaissant pas le sujet à discuter, veut être là. Et on parle. On ne sait plus aujourd'hui qui est politicien de qui ne l'est pas, qui est juriste de qui ne l'est pas. Vous ne savez même plus faire la part entre les syndicalistes et les politiciens. Vous voyez les syndicalistes, les gens de la société, tout le monde est mélangé, tout le monde veut être avec le chef de l'État. Et qu'est-ce qui est la motivation au fait? Est-ce le désir d'apporter quelque chose donc à ces réformes ou là où l'intérêt qu'on pourrait y gagner en figurant donc dans la première chose que le Béninois regarde, c'est les primes, les frais de les jetons de présence. Voilà, c'est ça que le Béninois voit d'abord. Il veut être là. Si on doit payer quelque chose, il veut avoir sa part. C'est ça le Béninois. Sans quoi, on n'a pas besoin d'être dedans avant. Si vous estimez que vous avez quelques idées, c'est pas pour rien qu'il y a du papier, c'est pas pour rien qu'il y a des stylos. Écrivez, envoyez votre enrichissement. Il y a aujourd'hui tellement de choses, de canaux de communication que même dans votre langue, vous pouvez communiquer sur une clé et envoyer. Les gens vont utiliser si c'était bon. Mais c'est ça le Béninois. Le fait d'être toujours là où il y a avantage. Et généralement, les Béninois disent que lorsque vous n'êtes pas là où ça se décide, que ça se décide contre vous. Et donc, pour préserver ses intérêts, chacun a envie d'être là où on décide des choses pour tout le monde. Bon, dans ce cas, ce n'est pas la peine de mettre une commission. On n'a qu'à dire tous les Béninois ensemble. Sur la place de Victoire Rouge, par exemple. Si c'est la bonne voie, on les flanades du cercle de l'amitié. Ça n'aura pas suffi d'ailleurs. On n'a qu'à mettre tous les Béninois ensemble quelque part à parler. Moi, je pense que même 30 personnes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a à faire de si grand déjà dans la Constitution? Mais n'est-ce pas la volonté de pouvoir ratisser l'âge, de ne pas faire de frustrer toujours? C'est le mot. Le mot qui est au Bénin le plus utilisé, c'est frustré. Quand vous n'êtes pas là, vous êtes frustré. Quand on ne vous appelle pas, vous êtes frustré. Tout le monde est frustré quand il n'est pas appelé. Même les plus incompétents sont frustrés de ne pas être présents. Il n'y a pas lieu d'être nécessairement là. C'est quelques-uns qui sont là, ils le font. Moi, j'estime même que 30-35, c'est trop. Il fallait aller peut-être beaucoup moins.
5-6 personnes qui vont réfléchir. Parce qu'il s'agit de faire des propositions que d'autres vont amender. Ils vont faire un premier draft du travail. Ce premier draft va être publié. Des gens vont apporter leurs amendements et on va sortir une synthèse, c'est ce que je crois comprendre. Dans ce cas, on n'a pas besoin. Donc il y a un processus, tout un processus pour moi, l'élaboration. Je ne crois pas que ça soit. Je répète que la constitution du Bénin a besoin de toilettage, mais pas refaire la constitution. Non, c'est pas une nouvelle constitution. C'est pas une nouvelle constitution. La constitution nous a permis de garder la stabilité jusqu'à ce jour. C'est normal que 25 ans après, on se dit, écoutez, il y a quand même quelques petites corrections à faire. On a qu'à faire ces petites corrections. Même 2 ou 3 peuvent faire ces petites corrections. Et puis, tout le monde amende. Alors, la révision de la Constitution, puisque nous en parlons, l'ancien régime l'avait voulu, sans succès. Enfin, Boni Yayi en était presque obsédé. Peut-être qu'il l'est encore, puisque pas plus tard que cette semaine, il a émis ses réserves sur le processus qui a été enclenché. Mais enfin, qu'est-ce qui, selon vous, permet aujourd'hui à Patrice Talon de réussir cette réforme, là où Boni Yayi a clairement échoué? D'abord, je suis surpris de dire que le président Talon a réussi là où Yayi a échoué. Non, il n'a pas encore réussi. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il va le faire Non, la révision de la Constitution est voulue de tout le peuple. C'est vrai, mais pourquoi ça n'a pas été fait alors? Ça n'a pas été fait parce que l'amour, à la limite parfois exagéré, que le président Yayi Boni avait pour le pouvoir, pousser les gens à se dire, si on fait la révision maintenant, il va se positionner pour un 3e mandat. Alors, vous qui avez été si proche de lui, est-ce que vous pensez que les gens qui pensaient ça avaient tort ou qu'ils avaient raison? D'abord, il faut se dire ceci. La popularité du président Yayi Boni était telle que s'il levait encore la main, il passait. Donc, il fallait éviter de lui donner l'occasion parce que c'est pas. Vous pensez qu'il aurait pu passer encore en 2016 maintenant? S'il avait été candidat lui-même? S'il était candidat, si les tests l'autorisaient, il allait passer. Pourquoi son candidat a échoué? Il y a 2 choses qu'il ne faut pas mélanger. D'accord. Il ne faut pas mélanger. C'est quelqu'un qui demande à d'autres, quelqu'un qui fait campagne pour quelqu'un d'autre ou celui qui fait campagne pour soi-même, pour lui-même. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'il faut retenir, même si en 2016, le président Yayi Boni déposait sa candidature alors que les tests ne l'autorisaient pas, il ne passerait pas. Parce que tout le monde va pas le suivre. Moi, par exemple, je ne vais pas le suivre. Mais si les tests l'autorisaient, je vais le suivre. Mais pour éviter que dans le jeu de la politique, parce que vous avez vu, ça s'est passé au Sénégal. Le président Wade a fait réviser la Constitution, pensait mais on n'a pas compris comment les choses ont si vite changé qu'il a dit maintenant qu'il est en position de l'être. C'est parce que beaucoup de Béninois craignaient une révision opportuniste de la Constitution qu'on a dit. Ils ne voulaient pas qu'il y ait une révision de la Constitution pendant que le président Yayi Boni était là. Aujourd'hui, surtout pour un début de mandat pour le président Talon, tout le monde a accepté de faire la révision de la Constitution. Dans une certaine limite, je suis certain. Alors, donc vous avez suivi, par exemple, depuis que le nouveau pouvoir est là, les premières décisions, directives et mesures du nouveau pouvoir. Quelle perception générale avez-vous des premiers pas du nouveau système un mois après Jean Goulomboui? Bien, la première chose que je vais dire, et je le fais même, merci de me donner l'occasion de répondre à ça, je le fais sous forme de doléance. La gestion du pouvoir d'État a besoin de beaucoup de recul, de beaucoup de réflexion avant qu'on ne sorte des décisions. Ce que j'ai vu globalement, je crains que certaines personnes qui entourent le président Talon ne le poussent à des excès. Ah bon, vous avez déjà noté des essais? Absolument. Il y a des choses qu'il faut éviter. Comme? Tout ce qui touche à l'intérêt de l'homme. Lorsque vous voulez annuler ça, il faut faire attention. Vous avez des exemples? Je prends le cas des concours, des examens et autres. Les concours qu'on a suspendus. Oui. Ça, c'est des gens qui étaient déclarés admis, à tort ou à raison. Il y en a qui sont déclarés à tort, il y en a qui sont déclarés, il y en a peut-être qui sont déclarés à tort, mais il y a certainement des gens qui sont déclarés à raison, parce qu'ils ont travaillé. Lorsqu'on veut annuler ou suspendre, il faut faire attention. Quel est l'effet que ça va produire?
À sa place, qu'auriez-vous fait, Jean Goudongoui? D'abord, il fallait lancer une enquête éclair pour voir ces concours, tout ce que les gens disent là. Qu'est-ce que ça donne? Parce que si vous n'avez pas de présomption d'injustice, ce n'est pas la peine de s'attaquer à ça. Il faut d'abord... Qu'est-ce qui vous fonde à penser que le gouvernement n'avait pas de présomptions fortes qui l'amènent à suspendre ce concours-là déjà? La première raison, c'est que avec ou sans présomption, il y a des concours qu'on ne peut plus suspendre. Les résultats qui sont donnés depuis un an, les suspendre, les annuler, ne relèvent pas. On parle des concours organisés en 2015. Oui, déjà en 2015, ça va dire un an. Donc on ne doit pas suspendre. Les concours organisés dont les résultats sont connus depuis 2015 ne peuvent, leur suspension ou leur annulation ne relève plus du pouvoir de l'exécutif. Ça relève du pouvoir de la Cour suprême. Eh ben, il faut qu'il y ait une contentieux pour que le dossier soit amené à la Cour suprême. C'est pour dire le gouvernement, en agissant ainsi, peut-être a créé le contentieux, vous ne pensez pas? C'est possible, oui, c'est possible. Mais c'est pour dire ceci, il faut faire attention. Moi, je n'ai pas la solution. Mais je dis, il faut faire attention. Le deuxième exemple que je vais donner, on est dans un pays qui est quand même un pays pauvre, que tout le monde reconnaît. Les gens n'ont pas assez d'argent pour acheter du gaz, pour faire le feu. Avant de suspendre l'utilisation du charbon, il était nécessaire de faire attention. Ils vont faire quoi? Quelle est la solution? Tant que je n'ai pas une solution, je ne suspends pas. La preuve, très vite, c'est revenu. Donc, il y a des choses. Je ne dis pas que le gouvernement... Vous avez trouvé que c'était excessif? Non, il faut faire attention. J'invite à faire assez attention à certaines décisions avant de les prendre. Éviter la précipitation. Oui, ça c'est ça. Il ne faut pas vouloir... Parce qu'il ne faut pas que le président Talon se mette dans la peau de quelqu'un qui va corriger tout ce qui a été fait de mauvais par Yahibouni. Yahibouni a fait 10 ans. Si vous voulez corriger en 5 ans ce qu'il a fait en 10 ans, quel est le temps que vous avez pour faire ce que vous êtes appelé à faire pour l'État? Aujourd'hui, le peuple béninois a fait. Tout le monde le reconnaît. L'électricité n'existe pas. Et ça, c'est clair, on le voit. Il y a un tas de choses. À l'intérieur du pays, l'eau potable. Et l'eau potable, même à Cotonou ici. Ce qui est anormal, vous en convenez? Je suis d'accord avec vous. Parce que ça, c'est le minimum que des Béninois aujourd'hui en viennent à manquer d'eau potable. Moi, je pense que c'est inadmissible. Voilà. Je pense que, pour moi, les premières actions, ça doit être dans ce sens-là. Le reste, il faut aller avec beaucoup plus de tact. Je ne dis pas que un concours qui est frauduleux, un concours qui a des insuffisances, il faut le laisser comme ça tout le temps. Mais il faut faire attention parce que recruter des gens dans la fonction publique, l'objectif premier, c'est d'avoir de réduire le taux de chômage et de faire avancer l'administration. Ce n'est pas... Il ne faut pas trop s'appesantir sur ce qui a été fait parce que les concours. Combien ça fait? Depuis plus de 20 ans, il est dit partout que vous ne pouvez pas être douanier sans avoir un parrain, sans avoir... Mais est-ce que vous êtes en train d'insinuer que c'est normal qu'on procède comme ça, qu'on organise des concours qui portent des présomptions de fraude et que chaque fois on recommence et que des gens qui peuvent rester à la maison réussissent au concours, des gens peuvent réussir à 2 concours qui se sont déroulés le même jour à 2 endroits différents. Évidemment, ils ont le don d'ubiquité. Il y a des gens qui sont restés à l'extérieur du pays qui ont participé à un concours et qui sont reçus. Est-ce que vous trouvez que c'est convenable du coup? C'est absolument anormal, c'est absolument gravissime même ce que je peux dire, ce que vous dites. Pas que ça se passe comme ça. C'est la même chose que c'est anormal qu'il y ait des délestage. C'est anormal qu'il y ait des délestage. C'est anormal qu'il n'y ait pas de l'eau potable. Mais la solution, ce n'est pas aller s'attarder sur ce qui s'était passé. La solution, c'est empêcher que ça se reprenne. C'est-à-dire, plus jamais. Le président Talon, moi je l'invite à mettre en place un dispositif qui empêche à jamais de frauder dans les concours. Pourquoi ne s'inspireront-on pas de ce qui se fait à l'office du bac? Je crois qu'au regard de ce qu'on a vu ces dernières années, notre bac est crédible. Ça, on peut le dire. C'est crédible, c'est correct, c'est propre, c'est bien fait. Et chaque année, il y a une innovation qui en assure davantage la qualité. Pourquoi est-ce que l'organisation de nos concours ne s'inspirerait pas de ce qu'on fait à l'office du bac, par exemple? Vous n'allez pas dire que le directeur de l'office du bac, M. Da Silva, est allé annuler le bac organisé par les anciens. Donc, il n'en a pas le pouvoir. Sachant que les présomptions de fraude pèsent lourdement sur certains examens, on a dit
mettons en place le cadre qui empêche de frauder. Je crois que c'est ça qui est important. Oui, mais en même temps, monsieur Gounongbe, les concours frauduleux sont devenus dans notre pays aujourd'hui une question qui divise l'opinion publique. Vous êtes d'accord? Il y a ceux qui sont pour l'annulation et ceux qui sont contre. Dans ces conditions, pourquoi croyez-vous que le gouvernement devrait se taire là-dessus, ne rien faire, ne rien dire, et puis fermer la parenthèse et continuer? Je n'ai jamais dit qu'il faut se taire dessus. J'ai dit de faire attention dans la généralisation de ces mesures. Prendre 1 ou 2 examens, analyser d'abord, il faut faire une enquête préliminaire et montrer que cette enquête-là donne des présomptions de fraude. Et à partir de ces présomptions, lancer la démarche d'annuler ce qu'on peut encore annuler. Ça, je suis d'accord avec vous. Très bien. Mais s'attarder dessus, ne prendre ça que comme... Donc, autrement dit, il faut que Talon travaille plutôt que de chercher à corriger le passé de Moi, je pense que c'est ça qui est important, qu'il travaille beaucoup plus pour corriger les insuffisances que de chercher à aller les vérifier. Il n'est pas élu pour aller vérifier le mandat de Yahya Boni. Il est élu pour changer ce que Yahya Boni a fait de mauvais ou arranger et initier même d'autres choses en faveur du peuple. Donc vous n'êtes pas pour les audits, par exemple, les audits. C'est là, vous avez lu dans ma pensée vigile, c'est là où j'en venais, parce qu'il y a eu d'importants dégâts quand même qui ont été opérés en termes de gouvernance économique et de gestion des ressources publiques pendant les 10 dernières années. Certains sont même catégoriques, il faut tout auditer, d'autres sont conciliants, il faut éviter la chasse aux sorcières, disent-ils. Quelle est la religion de Jean Gounongbe sur le sujet? Faire des audits, pour moi, c'est important et c'est normal. Parce que vous ne pouvez pas prendre la gestion d'une structure sans savoir qu'est-ce que cette structure est. Qu'est-ce qu'elle est? Comment c'est géré? Est-ce que je peux continuer comme ça se fait là? L'audit, ce n'est pas seulement que pour voir la caisse. L'audit, c'est aussi pour voir les procédures, comment ça marche, comment ça a été installé, et à partir de là, mettre en place ce qu'il faut pour avancer. À l'occasion aussi, on voit un peu comment la caisse a fonctionné. Dans ce cadre-là, on peut sanctionner. Lorsqu'on constate que des gens ont pris l'argent de manière irresponsable ou de manière indue, on peut les sanctionner. Moi, je suis pour les audits. Les audits, ce n'est pas... Il ne faut pas que les gens voient dans l'audit la démarche de sanctionner. L'audit, c'est d'abord connaître quelle est la situation de la maison. Et comment la gérer, puisque quand je prends la SONACOP, la SONACOP est une direction générale. Comment ça? D'abord, on a constaté qu'il n'y a pas d'essence, de pétrole, de gasoil dans les stations-service. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir. Et c'est seulement quand on aura su ce qui s'est passé qu'on va savoir, qu'on va faire en sorte que ça ne se passe plus comme ça. Faire en sorte que ça ne se passe, plus comme ça se passait, je pense que c'est ça qui est important. Oui, mais quand en faisant le constat, comme vous venez de le décrire, quand on vérifie, n'est-ce pas, la gouvernance ou la gestion de quelqu'un, on se rend compte de graves prévarications, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras? Non, on ne croise pas les bras, on ne peut pas l'applaudir, il faut l'arrêter s'il mérite d'être arrêté. Il faut le sanctionner. Mais je dis, la sanction ne peut être considérée comme le premier objectif. Comme premier objectif que lorsque on n'est pas allé, la vérification du fonctionnement de la caisse, de la trésorerie n'est pas l'idée principale de l'audit. L'idée principale de l'audit, c'est comment ça se passe ici, comment on va faire pour que ça aille mieux. C'est ça la première. D'accord. Alors, ce qui va manquer peut-être à ces fameux auditeurs, c'est la déclaration des biens. La déclaration des biens, vous avez suivi la dernière fois une décision de la Cour, de la Cour suprême, quoi. La Chambre des comptes qui précise très clairement que, ma foi, nos gouvernants n'observent pas cette disposition de la loi. Ils ne font pas de déclaration de biens. Les députés, dans une large proportion, n'ont pas eu à faire la déclaration de leurs biens. Tous les ministres de Yahya Boni ne l'ont pas fait. Lui-même a annoncé à la fin de son mandat des chiffres. Bon, je ne sais pas quelle valeur il faut donner à ça. Le nouveau pouvoir qui s'est installé, personne ne l'a encore fait, me semble-t-il. Comment est-ce que vous percevez ça? Est-ce que c'est normal? Personne ne peut même croire que ça aurait pu se passer comme ça. Parce que les tests sont là. Les gens sont au courant. Ils savent que à partir d'un certain niveau de responsabilité, vous devez faire la déclaration de vos biens à l'entrée et à la sortie.
Mais, comme je l'ai dit tantôt, l'hypocrisie généralisée dans le pays a fait que on ne fait pas et personne ne dit rien. Donc personne ne veut brusquer Talon. Mais est-ce que c'est Talon ça? Est-ce que c'est Yaïboni ça? C'est tout le monde. Vous avez vu, tout ce que vous avez cité là. C'est tout le monde. Le président Yaïboni... On a même annoncé la chancelière du Bénin qui par exemple n'a pas déclaré ses biens alors que tout le monde veut le faire en principe, non? Ça devrait être dans les habitudes de ceux qui gouvernent. Voilà l'une des choses qui n'ont pas fonctionné depuis un certain temps, qui devrait fonctionner. Le respect des lois, des tests. Tout se passe au Bénin dans certains domaines comme s'il n'y a personne pour garantir le respect des tests. Mais ils ne font pas. Le président Yaïboni, comme je l'ai dit, il a déclaré à un moment donné des biens. Il revient maintenant à la Cour suprême de vérifier ce qu'il de a vérifier à la Chambre administrative, de vérifier si c'est bon. Si c'est bon, on valide. Si ce n'est pas bon, on dit que ce n'est pas bon. Mais au moins, il a fait ce premier pas. Mais les autres, moi, je n'ai pas entendu. Des ministres, ou bien ils ont fait peut-être, on a caché secret, on a gardé ça secret. Des députés qui soient de l'opposition de la mouvance ne le font pas. Et personne ne dit rien. On doit le faire et il faut le faire. Amener le président Talon aussi à publier la déclaration de ses biens comme tous les autres. Si ce n'est pas encore fait. Ça ne se publie pas, ça se fait à la, bon, je dis, à la Chambre des comptes. Je ne sais pas. C'est vous qui dites que ça fait partie des. C'est vous qui dites que personne n'a fait. Donc si personne n'a fait. D'accord, oui. Je dis si personne n'a fait, il faut le faire. Mais si les gens l'ont fait dans les normes, dans disons dans les règles. Selon les dispositions prévues par la loi. Ça suffit. S'il faut publier, on publie. S'il ne faut pas publier, on ne publie pas. D'accord. Voilà. Le grand rendez-vous. Alors, Jean Gounombe, vous êtes sans doute au courant. Lionel Zinsou, précédemment Premier ministre du Bénin, vient de se faire nommer par François Hollande, le président français, pour conduire une mission devant aboutir à la création d'une fondation sur la traite et l'esclavage. À l'annonce de cette nouvelle, certains Béninois se sont exclamés « Oh, on l'a échappé belle ». J'imagine que... Il a jeté le masque. Il a jeté le masque, vous non plus. Ou vous n'êtes pas d'accord avec ces Béninois? Mais il faut vous dire que moi, je suis choqué. Choqué? Oui, je suis choqué de l'avoir entendu comme ça. Pourquoi? Choqué parce que dans la vie, il faut faire un choix. Soit je choisis, même si j'ai 10 nationalités, je choisis de servir une nationalité et je reste là. Si le monsieur Zinsou Lionel a envie d'être béninois, c'est ça qu'on a senti. C'est pour ça que nous, on a battu campagne pour lui. Pourquoi il a voulu être le premier des Béninois? Oui, il a voulu être le premier des Béninois. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été le premier des Béninois que tout de suite retourne en France. C'est choquant, pour ma part. Mais en quoi c'est choquant? C'est choquant parce qu'il ne peut pas être Béninois français sans arrêt. Il faut qu'il reste quelque part. Ben on l'a dit au cours de la campagne, des gens ont sorti l'argument pour dire que il n'est pas le seul Béninois à avoir une double nationalité. Ils sont nombreux à aller en France, à venir. Il y en a qui ici vont voter, figurez-vous, au centre culturel français, à l'ambassade de France. Je ne suis pas contre la double nationalité puisque c'est légal. On a le droit d'avoir la nationalité française et aussi la nationalité béninoise. Mais on a le droit d'aller aussi en France et de revenir au Bénin. De servir les deux patries. On choisit à un niveau donné. Je ne peux pas vouloir être président de la République et me faire nommer par un Français, un chef d'État français. Ce n'est pas normal. En tout cas, ma part, c'est cela. Cette nomination, même si c'est pour une fondation qui lutte contre l'esclavage, ce n'est pas sa place là. C'est venu mal à propos. Pour moi, c'est très malvenu. S'il choisit d'être béninois, depuis qu'il a déposé sa candidature, il s'installe au Bénin, il travaille au Bénin. Oui, mais M. Jean Gounombe, est-ce que ce n'est pas vous qui faisiez fausse route? Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas la France qui avait envoyé Lionel Zinsou? Ce n'est pas finalement la vérité qui se révèle au monde? Enfin, on a suivi même une interview cette semaine, je ne sais pas si vous l'avez suivi. De Lionel Zinsou. Ben oui, de Lionel Zinsou et de quelqu'un d'autre qui parlait de Lionel Zinsou, Robert Bougie. Je ne suis pas un magicien. Je m'arrête à la déclaration de l'homme qui dit désormais je me mets à la disposition de mon pays. Donc vous lui donnez le bon Dieu sans confession? Non, je dis il veut rester à la disposition de son pays, c'est son droit. Même s'il était français, il est français, il veut rester dans son pays, il reste dans son pays, ça ne me gêne pas. On ne le connaissait pas dans le pays pour autant, M. Jean Gounombe. La preuve est qu'il n'a pas été élu. Je ne veux pas perdre, il ne faut pas qu'on revienne dessus. Ce qui est clair, c'est que à partir du moment où tu fais l'option d'être le premier béninois,
Oui, mais est-ce qu'en réalité n'est pas retourné à sa vraie réalité? Est-ce que c'est pas la France qu'il connaissait, c'est peut-être pas son milieu? Je ne dis pas le contraire de ce que vous dites là. Mais je dis pour moi, lorsque je choisis à un moment donné d'être président du Bénin, c'est que je veux rester servir le Bénin. Il ne devait plus faire ce retour. Ah non. La preuve, c'est que tout à l'heure, quand on parlait des opposants, là, c'était comme un opposant naturel. Comment il va rester en France et être opposant au Bénin? Il va faire quoi? Ce faisant même, il met un peu le pays en danger. Ah bon? Si, il met le pays en danger puisque tout ce qui va arriver comme échec du côté de la France par le président Talon, on peut le lui attribuer. Si tu es considéré comme quelqu'un qui est opposant naturel, tu restes dans ton pays. Tu ne vas pas rester, tu ne vas pas te faire ami, tu ne vas pas te faire nommer par le président d'un autre pays et ça va donner quel résultat? Dès qu'il y aura le moindre problème, on va se dire que c'est lui qui est en train de mettre les bâtons dans les roues là-bas. Moi, personnellement, je suis choqué d'avoir entendu cette nomination. Donc vous êtes d'accord avec certains que c'est arrivé en tout cas un peu trop tôt? Ça ne devait même pas arriver. C'est maladroit. Pour moi, c'est maladroit. Donc, qu'est-ce qu'on cherche tant que ça dans les nominations? Il faut faire un choix. Moi, je ne pense pas que ça soit seulement en tant que président de la République que je veux servir mon pays. Je sers mon pays dans la position où je me trouve. Maintenant, parce que je veux servir mon pays, j'irai encore servir la France. Non, ça ne fait pas bien. Alors, Jean Gourombe, vous êtes opérateur économique et cela tombe très bien car le dernier sujet que nous allons aborder avant de laisser le standard, vous poser quelques questions. Ce sujet est le fait d'opérateurs économiques véreux et dangereux. Lazare Serveto l'a dit cette semaine, soulevant une grosse inquiétude chez les consommateurs de ce produit à forte demande. Je le cite, 80% des boulangeries de ce pays utilisent des produits impropres à la consommation, nuisibles à l'organisme, fin de citation. Ce drame se joue dans l'indifférence générale depuis au moins 10 ans. Et je vous prie d'écouter cet extrait de nos archives, puis après, on en dit un mot. On a constaté que certains boulangers mettent certains produits, des comprimés, qu'on appelle le bromate, et il y en a qu'on appelle la salmonelle, ainsi de suite. Il y a une huile même, il paraît qu'on met dans la pâte, et ça fait éclater la pâte, ça fait gonfler la pâte, pour donner au pain l'impression que vous avez affaire à un gros pain. Un pain qui est plus gros que l'autre, qui pèse certainement plus lourd que l'autre. Mais ce n'est qu'une apparence. Ces produits-là sont cancérigènes. Ça ne fait pas du bien à la santé. On nous a appris que c'est des produits cancérigènes. C'était destiné pour diminuer la force sexuelle et aux militaires quand ils vont à la guerre. Il y a des produits qui sont interdits et qui viennent par voie routière du Nigeria. L'extinction donne que c'est des produits cancérigènes. La conséquence, c'est que ceux qui consomment ça constamment, ils ont de fortes chances d'être exposés à cette maladie. Les commerçants n'ont pas une idée de comment stocker la farine de blé. Vous trouvez des magasins obscurs qui ne sont pas ventilés, aérés. Un magasin qui n'est pas ventilé, ça veut dire que cette farine-là va capter de l'humidité. Et quand ça capte de l'humidité, ça y est, elle n'est plus performante. C'est en ce moment qu'ils ont recours à toutes sortes de produits chimiques pour pouvoir faire lever le pain, ou bien ils font des mélanges vraiment inimaginables. C'était un produit blanchâtre, mais légèrement liquide avec la consistance d'une huile. Mais après le test, elle est devenue gélatineuse, presque visqueuse, avec la consistance d'une colle. Donc, il y a eu une polymérisation. L'effet est tellement spectaculaire que ça laisse présager quand même une certaine nocivité sur l'organisme. Alors, vous avez écouté là des extraits d'une enquête qui date d'octobre 2006, qui est intitulée « Le pain est cancérigène au Bénin ». Allez, nous avons écouté respectivement Moudjadi Ousmanou, qui était à l'époque le directeur de la concurrence et du commerce intérieur. Vous avez écouté également Émile Gangbo, qui était président des boulangers et pâtissiers du Bénin. Puis, M. Alimi Isako, qui était le chef service qualité, analyse et législation alimentaire. Cet extrait, nous l'avons retrouvé dans nos archives pour comprendre comment, en 10 ans, ce phénomène qui se posait avant l'avènement de Boni Yayi, en 10 ans, n'a pas reculé. Au contraire, ça a pris des proportions incroyables au point où on ne sait plus comment le système auquel vous avez appartenu, Jean Gourombe, a laissé empoisonner ainsi chaque jour les Béninois qu'il était censé protéger.
Merci beaucoup. Je crois que d'abord je suis boulanger quelque part. Et je le sais très bien, c'est à dessein que je vous pose la question. J'ai 6 boulangeries et je peux vous dire que il y a certaines personnes qui ont parlé tout à l'heure qui me font honte. Quand je prends le ministre Moudjaïdou, pendant qu'il était directeur du commerce intérieur. Pourquoi vous faire honte? Ça me fait honte parce que ce n'est pas un problème de 10 ans, c'est un problème qui date de plus de 20 ans. Ça fait honte parce que vous êtes responsable, c'est vous qui êtes appelé à empêcher la chose. Et vous en parlez comme n'importe quel citoyen. Ce n'est pas normal. Le problème de l'utilisation du bromate et des autres produits dont on a parlé, c'est un problème lié à la politique gouvernementale qui a été pratiquée depuis longtemps et jusqu'à ce jour. La politique qui existait, qui a été aussi reconduite par le président Yahi Boni. Et j'espère que le président Talon, avec l'arrivée avec le repositionnement du ministre Sakweto, pourra changer quelque chose. On considère le pain comme un produit de base pour un Béninois. Le produit de base au Bénin, c'est la pâte, c'est la cassa et autres. Et on fait en sorte, le gouvernement fait en sorte que le pain coûte moins cher au Bénin par rapport à la France, qui produit le blé, qui produit tous les éléments, tous les intrants qui aident à fabriquer le pain. Lorsque vous coincez les boulangers dans la valeur du pain, le prix qui est en application aujourd'hui est fixé depuis plus de 10 ans. Le prix de pain qui est en application aujourd'hui est fixé depuis plus de 10 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous, tous les boulangers qui se refusent d'utiliser le bromate, comme moi, ont fermé. Moi, j'ai fermé toutes mes boulangeries à la date d'aujourd'hui. Le pain que je vends, je le fais venir d'ailleurs. J'ai laissé 2 fours, mais que j'ai fait louer à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Vous ne pouvez, au moment où on a fixé le prix du pain au Bénin, la farine de blé était vendue à 11 000, 12 000 francs, le sac de 50 kilos. Aujourd'hui, cette même farine est vendue à 22, 23, 24 000 francs. Et le prix du pain reste le même. L'électricité était beaucoup moins élevée. Aujourd'hui, c'est plus fort. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être boulanger sans avoir un groupe à cause des situations de délestage. Le gasoil coûtait moins cher en ce temps. C'est plus cher aujourd'hui. Tout coûte plus cher aujourd'hui. Le SMIC était à 15 700. Aujourd'hui, c'est 40 000 francs. Et la main-d'œuvre que vous utilisez. Donc, tout est cher. Et le pain ne varie pas de prix. Le pain ne varie pas de prix. Vous voulez que le boulanger fasse quoi? Il va tuer les gens. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'enlever le pain des produits dont les prix sont contrôlés par l'État. Et qu'on donne le vrai prix au pain. Et ceux qui veulent acheter du pain, achètent. Les gens mettent ces produits dangereux que je reconnais pour gonfler le prix, donner l'impression, ça a été dit dans les déclarations que j'ai entendues tout à l'heure, pour donner l'impression que le pain est gros. Il est beau, il est beau au début. Il est beau au début, il est bien, mais il est extrêmement dangereux. Il faut rester dans la boulangerie pendant qu'on produit le pain avec de bromate. Vous sentirez l'odeur. Et je suis même surpris d'entendre des gens dire quel est le nom. Ces comprimés-là n'ont pas de nom, rien n'est inscrit dessus. Les comprimés n'ont aucun nom. Les huiles qu'on utilise, même les bouteilles avec lesquelles on les fait venir au Bénin, il n'y a aucune inscription, on ne connaît pas leur nom. On a entendu, M. Alimi Chakou le décrit, il a parlé d'un produit qu'on appelle l'IDIS qui a... C'est lui qui l'appelle l'IDIS peut-être. Bon. Je dis les non, mais lui, il est technicien de la DANA, donc il s'y connaît. Il s'y connaît pour il laisse faire. C'est pas son rôle d'aller raisonner les produits. Je suis tout à fait d'accord que c'est des produits extrêmement dangereux qu'on ne devrait pas laisser utiliser. Et la seule façon de ne pas laisser, c'est de déclasser le pain, laisser le pain à un prix normal. Alors, si on vous comprend bien, Jean Gounombe, le gouvernement est au courant. Ceux qui sont chargés de réprimer ces choses-là sont au courant depuis 20 ans. Oui. Et donc, ils laissent empoisonner les Béninois chaque jour qu'ils consomment du pain. Eh bien, avis à ceux qui consomment le pain. Au lieu de nous crier, de dire que c'est la population. Donc, il faut donner au pain sa vraie valeur. Et maintenant, et la seule valeur, c'est laisser la libre concurrence. Si vous laissez la libre concurrence, vous allez voir. En pâtisserie, c'est les pâtissiers qui fixent leur prix. Mais le pain, on dit c'est un produit de base, mais pas français. On est des Béninois ici.
C'est la pâte et l'iambélé qui sont les produits de base des béninois et la cassa. Dans la sous-région, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'on laisse les boulangeries fixer leur prix dans la sous-région, Togo, Burkina, ailleurs, c'est ce qui se passe? Au Togo, vous voyez le pain sucré là, le pain gros sucré là. Le pain de Lomé, comme on dit. Oui, le pain de Lomé. Mais c'est chacun qui fixe son prix, qui fait la taille qu'il veut et qui fixe son prix. Il y a le pain Sokol là, que les gens tentent pour lesquels les gens tentent de fixer des prix. Dans toute la sous-région, le Bénin fait partie des pays où le pain est le moins cher. Comment voulez-vous que ça se passe comme ça? Ce que je peux dire en tant que praticien, si vous ne voulez pas utiliser ces produits au Bénin, vous fermez votre boulangerie. Aujourd'hui, justement, là-dessus, le bon sens indique que les consommateurs du pain devaient abandonner ce produit de manger ce produit à 80% de pain cancérigène, on ne peut pas distinguer les bons pains. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que ces consommateurs sont au courant? Enfin, nous, on n'a pas l'intention de nous substituer aux associations de consommateurs. Non, vous êtes des consommateurs. Est-ce que les consommateurs sont au courant? C'est pourquoi on les informe là maintenant. Est-ce que le régime qui fixe le prix du pain est conscient que le prix qu'il fixe est correct? Comment voulez-vous que le pain coûte 2 fois moins cher au Bénin qu'en France, où on produit le blé, tout le blé que nous utilisons ici, parce que le pain Sokol que nous mangeons ici, c'est le pain français. Parce que chaque pays a son pain. La farine que nous utilisons, c'est une farine française. Le safran, la levure, elle vient de la France. L'améliorant, Magémis et autres, ça vient de la France. Tout vient de la France, à part l'électricité. Le sucre, le sel, tout ça vient d'ailleurs. Mais on utilise ça ici et c'est encore moins cher ici. Alors que la valeur de douane de la farine de blé, c'est 38%. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Pour s'en sortir, soit on libère le prix du pain, soit on donne le prix normal, le prix que ça doit avoir, et on oblige les gens à respecter. Mais tant que ça se passe comme ça se passe, il y a encore un autre domaine. Combien de boulangeries ont déclaré régulièrement leurs agents au Bénin? Combien de boulangeries sont même déclarées? Parce qu'il y a des boulangeries clandestines dans ce pays. Et il y en a plein. Eh bien oui, l'enquête que nous avons eu à faire il y a 10 ans avait révélé ça. Et j'ai été étonné cette semaine d'entendre encore qu'il y a plus de boulangeries clandestines dans ce pays. Alors s'il y a des boulangeries clandestines, comment contrôle-t-on la qualité du produit qu'ils mettent sur le marché? Donc ce que vous comprenez avec moi, que c'est le gouvernement qui favorise ce qui se passe. Est-ce que vous convenez qu'aujourd'hui, il ne faut plus manger le pain en attendant de faire clarifier la situation? De toute façon, moi, je l'ai déjà démontré, puisque j'ai fermé mes boulangeries. Ça veut dire que je ne donne plus de pain. Si tout le monde est comme moi, on aurait fermé toutes les boulangeries, on ne mangera pas de pain. De toute façon, au regard de ce que vous venez de dire, les Béninois ont un choix. En consommant chaque jour du pain, sachez que vous consommez une dose de cancer. Soit vous consommez et continuez en toute conscience à vous empoisonner avec le pain, ou alors vous abandonnez en attendant des décisions plus claires. Moi, je félicite. Parce qu'on ne peut pas admettre que les gens empoisonnent toute une population comme cela se fait. Ce n'est pas admissible. Il faut l'arrêter, ce n'est pas bon. Mais pour l'arrêter, fixer un prix normal ou libérer donc on libère le prix du pain ou alors mais la cupidité des Béninois, vous savez, la cupidité des Béninois, est-ce que vous êtes sûr, même qu'en libérant le prix du pain, nous aurons la qualité du pain qu'il faut? Mais est-ce que les gens ne vont pas à la recherche d'un gain plus élevé, continuer à nous mettre de bromate de sodium, de la salmonelle, de l'IDIS, je ne sais pas comment, tout ça, dans le pain, dans l'espoir de faire plus de bénéfices tout en nous vendant le pain au prix qu'ils auront choisi? Circulez, vous allez voir, le pain le plus vendu au Bénin, c'est le pain sucré. Le pain gros là. C'est ça, c'est le pain qui est le plus vendu. Et c'est le pain qui tue le plus? Et ce pain là, le gouvernement n'a aucune action sur sa valeur. C'est fabriqué ici? C'est fabriqué ici. C'est fabriqué ici. Parfois ça se fabrique au Nigeria et on importe ça ici. Parfois c'est fabriqué au Togo, on importe ici. Mais il y a beaucoup de boulangeries qui font ça ici. Oui, mais dites-nous. Mais ce prix-là, ce pain n'est pas contrôlé. Donc ce pain-là n'est pas contrôlé. C'est pas bromaté? C'est bromaté ou pas? Non, ça ne peut pas être bromaté, puisque si c'était bromaté, ce serait beaucoup plus gonflé que ça. C'est la farine, la farine anglaise qu'on appelle. C'est la farine anglaise qui est utilisée. Vous voyez que c'est lourd. Oui. Si toute cette pâte-là, s'il y avait de bromate dedans, ça aurait pris un volume 4 fois plus élevé que ce qu'on constate. Donc, je ne sais pas si le gouvernement veut
que ça reste, c'est pas la peine de crier les boulangers. Il faut prendre les mesures qu'il faut pour que le boulanger travaille et gagne de l'argent, sans que le pays, la population soit tuée à petits coups. Très bien, nous allons laisser parler à présent les auditeurs au 64 44 02 44 66 75 72. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Wilfried. À qui avons l'honneur? Jacques Ayagi. Bonjour Monsieur Ayagi. Bon, d'abord je voudrais vous féliciter vous les deux d'avoir réussi à faire sortir quelqu'un qui se présente comme un chantre de l'impunité et qui l'assume. Parce que lorsqu'on dit que tout ce qui est fait de mauvais, il ne faut pas chercher à voir, on ne peut pas annuler des concours, même si les concours sont frauduleux, tout ça. Eh bien, il ne faut pas, les audits, il ne faut pas chercher à sanctionner tout ça. Eh bien, c'est un chant de l'impunité qui s'assume. Jacques Ayagi, vous êtes sûr de l'avoir bien entendu? Bien sûr. Et puis, quand on dit qu'un concours dont les résultats ont été donnés depuis plus d'un an, eh bien, il ne faut pas revenir là-dessus, même si ces concours sont frauduleux. Mais je voulais rappeler qu'en 2012, sous Boni Yayi, il y avait eu des concours frauduleux qui ont été annulés 2 ans après. Je voudrais dire solennellement sur le soleil ce matin, n'en déplaise à M. Goulangbe, que ces concours frauduleux seront annulés. Ça, c'était mon commentaire pour vous. Vous n'êtes pas au gouvernement, Jacques Ayagi? Eh bien, ça sera annulé. Nous ferons la pression nécessaire parce que ce qui s'est passé, c'est horrible. On ne peut pas accepter ça dans un état sérieux. C'est dans un état voyou qu'on met dans l'administration des gens réussir sous cette forme-là. Et que lorsque vous voyez un leader politique venir soutenir la honte à la radio, eh bien, il faut s'en offusquer. C'est pourquoi j'ai appelé vous. Je vous appelle rarement. J'ai appelé le dimanche dernier, j'appelle encore ce dimanche. Je ne sais pas ce que le dimanche prochain me réserve. Donc, nous ferons en sorte que vous ne puissiez pas appeler, parce que quand vous appelez Jacques Ayagi, vous dites des choses graves. Là, vous êtes en train de vous attaquer à notre invité. C'est pas normal, ça. Mais vous laissez dire des choses graves. Mais c'est son opinion. On ne va pas l'empêcher d'exprimer son opinion, Jacques Ayagi. Mais écoutez, on ne peut pas. Vous avez dit que des gens ont composé à la même heure, dans 2 salles différentes, et ils sont admis. Les gens sont restés à l'extérieur, ils sont admis. Moi, je connais une femme enceinte à Thème qui a fait le sport et qui est admise. Et on dit qu'on ne doit pas revenir sur ça. Bon, très bien, très bien. En attendant de voir ce que le gouvernement fait, bon, nous allons continuer cette émission. Ces concours seront annulés. Première question à M. Goulangbe. Est-ce qu'en 2006, il était le directeur départemental de campagne du candidat Oumbedi dans les collines? Au second tour, il a abandonné pour aller soutenir Yayi, alors que son candidat était de la partie. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce qui l'a amené à se comporter comme ça? Ok? Très bien. Wilfried, il a dit il n'y a pas longtemps que les débats matinaux qui se passent là, c'est contre le développement. Est-ce qu'il confirme avoir dit ça? Si oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Donc moi je pense que... Très bien, les débats, voilà. D'accord, c'est bien noté Jacques, je vous souhaite bonne journée et puis bonne fête de Pentecôte. Répondre à mes questions. Oui, ben il vous a entendu, M. Goulangbe. Très bien, nous allons prendre un autre auditeur, bonjour. Ah mais il est reparti. Est-ce qu'il y a un autre qui est en ligne? Non, pas encore. Eh bien oui, il est là. Bonjour. Oui, allô? À qui avons l'honneur? Wane Edou. Oui, monsieur Wane Edou. Allez-y pour vos questions. Bonjour, cher invité. Bonjour, monsieur Wane Edou. Oui, j'ai 2 questions pour vous ce matin. Que dites-vous par rapport à la crise observée à la FBR, Fédération béninoise de football? Quoi faire pour sortir ce football béninois de cette crise? Deuxième question. À vous sûr, on note clairement dans vos propos que vous aviez semblé supporter les boulangers. Aujourd'hui, les Béninois n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Le seul pain qui permet à un Béninois de remplir son ventre, vous demandez encore d'augmenter encore le prix de ce pain. Ma question par rapport à ce problème-là, voulez-vous que l'État subventionne la production du pain au Bénin pour Saint-Wanelou? Monsieur Wanelou, vous auriez souhaité que les Béninois continuent de consommer un pain qui donne le cancer, vous? Remplissent le ventre de cancer. Remplir le ventre du cancer, ça vous arrange, ça? Non, je ne le dis pas. Sinon, on peut diminuer la quantité de ce pain, que ça soit un pain propre
et à moins prix, ce serait bien par rapport à l'augmentation qui fait du prix. D'accord, très bien, bonne journée à vous. Un autre auditeur, bonjour. Allô? Bonjour, à qui avons l'honneur? Bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Voilà, Tony Abbas depuis Porto Novo. Oui, monsieur Abbas, allez-y pour vos questions. Ok. Bonjour le plateau, je salue monsieur Gounangwe. Bonjour, monsieur. Je le remercie de nous donner l'opportunité de l'interroger sur le bilan plus ou moins négatif de la situation. J'ai suivi avec attention votre introduction sur la question à vous poser par les journalistes. Vous avez fait preuve de sagesse et d'économie de vérité dans vos développements avec un raisonnement dictatorial afin de ne pas être très mauvais et moins bon non plus sur les antennes. De quoi parlez-vous, monsieur Abbas? Ma première question, parce que puisqu'ils ont toujours parlé du béninois, c'est à croire que le béninois là, ce n'est pas monsieur Jean Gounangwe. Et quelle est la différence entre le béninois Jean Plia, exemplaire, à l'écrit, dans le parler et en action, et le béninois frère Melchior en écrit et en critique que vous décriez? Puisque nous avons toujours parlé de comparaison, c'est ça qui me fait poser cette question. Si vous permettez, ma deuxième question très rapidement, elle est celle-ci. Quel est l'acte que vous avez posé dans votre parcours politique ou d'opérateur économique qui aujourd'hui peut faire objet de demande devant Dieu? Très bonne émission à vous. Bonne journée. D'accord, bonne journée à vous, monsieur Abbas. Nous allons prendre encore quelques auditeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Fédado. À qui avons l'honneur? Justin Noyon depuis le rapport Nouveau. Monsieur Noyon, allez-y pour vos questions. Bonjour, monsieur Avancé. Bonjour, monsieur Noyon. Je salue votre invité, Jean Gounangwe. Bonjour, monsieur Noyon. Et je voudrais donc, à partir de quelques constats, lui poser deux questions rapidement. Et d'abord, moi, j'ai été grandement victime de ICC Service. Pourquoi? Parce que j'ai vu des événements de ICC parrainés par la première dame du Bénin, enfin, l'ex-première dame. J'ai vu des blancs de ICC qui sont allés rencontrer le président qu'on nous a présenté à la télé. Et puis, enfin, j'ai vu beaucoup de manifestations. Enfin, quand vous rentrez dans les bureaux de ICC Service, c'est des photos grandeur nature, donc de notre président qui est un grand financier qui peut nous défendre. Et ça nous a, enfin, on a mordu à la part. Alors, nous avons vu ça. Nous avons vu alors assez de scandales. Enfin, tout dernièrement, le scandale de l'eau, le scandale de l'eau que tout le monde sait. Et alors, la question, monsieur Nayon. Oui, pour un autre constat, pour dire que j'ai vu réaliser le président Soglo, par le président Soglo, la voie Cotonou-Boycon en un temps très record, alors que je sais combien de pneus j'ai cassé sur cette voie-là, et combien de temps les gens ont mis pour faire, et puis on ne sait pas le coût, vous voyez, et tout ça. Pour demander si M. Jean Gounangwe est en train de soutenir un homme, un système ou un mode de gouvernance. Ça, c'est la première question. La deuxième question, rapidement. Et il a parlé tout à l'heure donc de la commission dans laquelle on n'a pas impliqué des gens qui étaient contre. Vous savez que aujourd'hui presque tout est à terre. Et on aurait normalement avoir besoin d'une mini-conférence nationale. Donc ça là qu'on a, cette commission-là que le président actuel a formée, c'est une commission qui doit faire l'état des lieux de la nation. Et dans ça là, s'il n'y a pas de syndicalistes, s'il n'y a pas de journalistes, à quoi on va assister? Donc, deuxième question, la petite pour terminer, troisième pour terminer rapidement, c'est qu'il est boulanger, comme il a dit. Alors, et voici que l'ex-gouvernement nous a criblé de dettes. Et combien l'ancien gouvernement lui doit? Est-ce qu'il peut nous dire ça? Voilà mes questions, et puis je vous remercie et bonne fête à vous. Bonne fête à vous, monsieur Nayon. Nous allons prendre le dernier auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Adou. À qui avons l'honneur? Christian Padonou de Sogo. Monsieur Padonou. Bonjour, monsieur Avancé. Bonjour, monsieur Gounangwe. Allez-y pour vos questions. Si je ne me trompe pas, si c'est monsieur Gounangwe qui est le PDG de l'usine de fabrication des poteaux électriques à Sogo. Si c'est lui, cette question lui est adressée. Monsieur Gounangwe, est-ce que c'est dans le temps normal, vous circulez, vous venez dans le village Sogo et vous fabriquez des poteaux électriques? Est-ce que dans le noir là, et avec toutes les braquages dont on parle, est-ce que vous êtes fiers? Est-ce que c'est normal de ne pas aider la population de Sogo à être électrifiée en tant que chargé de mission du président de la République? Merci et bonne fête.
Bonne fête à vous, M. Guadonou. Vous êtes le dernier auditeur de la série. Nous revenons ici en studio pour apporter quelques réponses à ces questions. Nous avons eu Jacques Ayadji, fidèle à lui-même et à ses méthodes, qui a posé quelques questions, notamment, il a fait un certain nombre de développements déjà. Vous allez répondre si vous le souhaitez très rapidement. Il a posé une question. Vous avez été le directeur départemental de la campagne électorale de Adrien Mbedji au cours de l'élection de 2006 dans le département de Collines, Zou et Collines. Mais au second tour, vous l'avez abandonné pour aller soutenir Bouniaï, et il veut savoir pourquoi. Bien, merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont intervenus, ceux qui ont eu l'intention d'intervenir, mais qui, malgré, à cause du temps ou des disponibilités du téléphone, n'ont pas pu le faire. Je remercie particulièrement mon jeune frère, Jacques Ayadji, et je lui dis de se calmer, de ne pas se fâcher, parce que lui, il a des choses qu'il aurait voulu qu'on dise. Il fallait simplement m'écouter et me poser des questions sur ce qu'il a entendu dire de ma bouche. Je n'ai jamais dit de ne pas faire l'audit, au contraire, je l'ai recommandé. Je n'ai jamais dit de ne pas sanctionner, j'ai répondu clairement, celui qui est en faute, il faut le foutre en prison. Et je n'ai jamais dit de ne pas contrôler les concours. J'ai dit il faut faire attention parce que ce qui touche à l'homme, à l'intérêt de l'homme, il faut faire attention. Et lui-même, puisque ça touche à ses intérêts, si je suppose que lui, il avait un enfant qui était allé au concours, tel que je le connais, je connais la famille Ayadji, je connais tout le monde parce que c'est les miens. Si son enfant avait réussi à ces concours, je sais qu'il doit réussir brillamment parce qu'il a travaillé, et quand je dis on annule, ça va lui faire une pincée de cœur. Parce que son enfant aurait réussi normalement, honnêtement. Il a déjà répondu à cette question. Bon. Il dira l'enfant n'a qu'à recommencer. S'il est vraiment réussi, il va recommencer, il aura le résultat. Pour vous, il aurait dû fallu faire la part des choses. Je dis, voilà, il fallait se calmer pour écouter ce que j'ai dit. Il faut faire attention quand on prend certaines décisions. Maintenant, qui dit ça serait annulé, c'est bien. Peut-être que c'est lui qui va remplacer le président Talon et travailler à sa place. Moi, je crois qu'il y a un seul président qui est élu et c'est lui qui va dire ça va être annulé ou ça ne va pas être annulé. Mais s'il peut le faire, c'est bon. Alors, vous avez vous auriez dit que les débats qui se font sur les radios sont contre le développement, anti-développement. Enfin, ça, c'est ce qu'il a insinué. Je suis certain que vous ne m'avez pas posé des questions dessus. Je ne pourrais pas inventer ce débat-là. Non, je pense que le jeune frère Ayadji a des préoccupations. Il est un peu sur les nerfs. Je pense qu'il faut qu'il se calme. Moi, je n'ai pas parlé de tout ça là. Il est sur les nerfs, pourquoi? Maintenant, c'est vrai que j'ai été directeur de campagne de le président Mbedji au premier tour de 2006. Mais compte tenu de sa pratique de l'homme, bien qu'il était prévu pour aller au second tour, j'ai dit, je ne compose pas avec lui. Mais pourquoi vous l'avez supporté au premier tour? Je l'ai supporté parce que j'avais une conviction. Oui. Et ma conviction a été déjà détrompée au cours de la campagne avant le premier tour. Et c'est passé quoi précisément? Il y a des détails que je ne pourrais pas donner ici. Seulement, j'ai dit, je ne le soutiens pas. Je n'ai pas attendu qu'il échoue avant de dire je ne le soutiens pas. Mais est-ce que c'est parce que vous avez vu clairement qu'il était sur le point d'échouer à cause des regroupements qui se fait tuer autour du candidat du camp adverse? Non, pas du tout. Je l'ai fait parce que j'avais des raisons solides. Et ceux qui ont travaillé avec moi savent bien pourquoi on avait pris cette décision. Oui, d'abord, je n'ai pas pris la décision seul. Nous sommes un groupe. Et le groupe, compte tenu d'un certain nombre de remarques, avait décidé de faire comme ça a été fait. Monsieur Jean Gounongbé, ne pas le soutenir, c'est une chose, mais aller porter les bagages et tomber dans le camp de son adversaire, c'est encore d'autre. C'est de la transparence, ça, non? Non, nous devons nous prononcer, nous sommes des citoyens, nous devons se prononcer, il n'y a que deux candidats. Soit vous prononcez pour l'un ou vous prononcez pour l'autre. On a choisi de nous prononcer pour l'autre. Et aussi. Il a suivi, vous avez suivi que malgré que j'ai fait ça, pendant tout le temps, je n'ai pas couru derrière des postes. Pour moi, ce n'est pas une affaire de poste. C'est une affaire de conviction politique quand on veut poser un acte. Bon, je viens à M. Toussaint Ouani. On va y aller très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, la crise à la FBF, vraiment, c'est déplorable. La Fédération de football. Oui, c'est déplorable parce que on a l'impression que nous fermons tous les yeux. Il y a un groupe de personnes qui se subdivisent en deux, en trois selon les cas
et qui change toujours, qui dit toujours la même chose, et son avec contraire. les mêmes résultats. Et je ne comprends pas que la FIFA puisse nous obliger à aller toujours dans la même direction. Vous avez l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui ont pris le football béninois en otage? C'est cela. Comme par hasard, je suis président de club. En plus. Je suis président de club. J'ai un club de football, Delta Football Club de Glasgow, que je dirige. Et j'ai été électeur. J'ai voté pour pendant la fédération. Je fais partie des 43 électeurs. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Il y a des gens qu'il faut écarter du football si on veut que le football marche. Si on il vaut mieux les nommer pour que... je ne sais pas je ne sais pas comment il faut faire. Il faut faire en sorte que il y ait d'autres personnes qui fassent leurs preuves. Là, parce que même certains donnent l'impression d'avoir un titre foncier. Même quand vous les prenez ensemble, à l'intérieur, ils font crise à l'intérieur et ça casse. Il faut voir autrement. Il faut les mettre à la retraite. Voilà. Très bien. Maintenant, il a parlé du prix du pain. Je n'ai pas dit qu'il faut augmenter le prix. J'ai dit il faut ajuster le prix du pain à sa vraie valeur. Il faut vendre le pain à sa vraie valeur. Si nous devons faire un pain de 100 grammes, on dit le pain de 100 grammes, c'est tant. Si, par exemple, comme il a dit lui-même, s'il estime que le pain doit être vendu à 125 francs, on regarde quel poids de pain correspond à 125 francs. À 125 francs, il le vend à 125 francs et les gens mangent du pain sûr, du pain propre, du pain hygiénique et du pain à la limite rassurant pour la santé. Mais ça reviendrait à la même chose puisqu'il dit qu'il faut remplir le ventre et il va falloir débourser plus d'argent pour pouvoir remplir déjà le ventre. Qu'il a répondu à votre question, qui demandait s'il faut qu'on empoisonne les gens avec beaucoup de pain, il a dit non. Donc je pense que il faut vendre du pain à sa juste valeur. Je vais remplir le ventre de pain intoxiqué. Bon, monsieur Abbas. C'est une option dangereuse. Monsieur Abbas. Quelle différence faites-vous entre Jean Pliard moi je vais. et Albert Ivoire? Tous ces deux qui ici, c'est des aînés, je ne peux pas les comparer ici. Ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes de valeur dans le pays. Mais il y en a qui donnent peu de limites. On n'arrive pas à les savoir. Je ne peux pas donner. Il ne faut pas qu'ils me permettent. Je voudrais qu'ils souffrent que je ne compare pas Jean Pliard au frère Melchior. C'est des années. Je ne veux pas m'amuser à cela. Ça ne sera pas poli de ma part. Alors parlons d'autre chose. Parlons de ICC Service, des scandales. ICC Service, c'est un scandale. Moi, au moment où ça se faisait, j'ai suivi de très près. Ce n'est pas un truc gouvernemental. Mais j'apprécie, je suis d'accord avec eux, parce que le gouvernement s'est trop mêlé de ça. A pris le devant. A même promis de rembourser les gens. Finalement, les gens n'ont pas compris pourquoi on doit prendre le devant de ce que vous ne maîtrisez pas, ce qui n'est pas votre œuvre. Je suis d'accord avec lui. Et je ne dis pas que c'est bien. Normalement, ICC Service, ça s'est passé dans d'autres pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement n'a pas voulu s'en occuper du tout. Et ça a donné un meilleur résultat puisque les gens savent à qui s'en prendre. Mais lorsque vous êtes en train de vous battre, et un aîné vient vous dire, laissez-moi, je vais régler ça. Il prend, quelqu'un dit, attendez, s'il ne réussit pas, c'est mauvais. Ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je ne sais plus, puisque le ICC Service est géré comme c'est géré. S'il faut continuer de le gérer comme ça, ce serait dangereux. Mais on ne peut plus annuler tout de suite, puisqu'il y a des sous qui ont été récupérés par l'État, stockés dans des comptes. Il faut bien qu'on trouve une solution à cela. Alors, il demande... par rapport à vos déclarations d'ici, de ce matin dans notre studio, est-ce que vous avez soutenu un homme, un système ou une méthode de gouvernance? Qu'est-ce que vous avez soutenu, Jean Gourangoué? Merci d'avoir posé cette question parce que c'est pour moi la principale question. Moi, j'ai soutenu un homme. J'ai soutenu un homme. Dans ses erreurs, dans ses réussites. En me disant qu'à travers l'homme, parce que la manière d'aller au pouvoir au Bénin n'est pas la façon normale. Dans un pays qui se respecte, la manière d'aller, c'est un système qui désigne un homme et on vote pour cet homme, donc on soutient le système. Pas ses idées, c'est lui. Quoi qu'il fasse, on soutient. Mais ici au Bénin, c'est un homme qui vient et tout le monde court derrière sans savoir qu'est-ce qu'il va suivre derrière. Et le président Yaïboni, je l'ai soutenu. La création, la naissance de la FCBE, j'ai beaucoup salué. Et je me suis dit, avec la FCBE, on peut travailler et mieux gérer les choses. Donc c'est ça que j'ai finalement soutenu. J'ai commencé par un homme vous avez pour finalement
j'ai soutenu un homme pour finalement en arriver à un système que j'ai soutenu. Et vous avez évalué la FCBU? Non, là non plus. Non, on n'a pas encore fini. Ah ben, d'accord. Bon. Alors, dernière question, celle-là tient particulièrement au cœur à M. Padonou. Non, avant cela, il a la question donc des contestations pour la commission technique. Et Justin Nyao demandait, est-ce qu'une assise nationale n'aurait pas réglé ce problème-là, n'aurait pas évité tout ce qu'on retrouve aujourd'hui comme contestation? Bon, comme ce n'est pas moi qui fais le choix de ce qu'il faut faire, je ne vais pas choisir en sa place. Moi, j'ai appris comme lui, comme moi, qu'il y a une commission qu'on veut mettre en place. Bon, quelle est la suite? Je ne sais pas. Est-ce que la suite, il y aura une assise? Est-ce que c'est la commission qui va préparer? Est-ce qu'une assise n'aurait pas évité ces contestations? L'assise n'aurait pas dû générer cette commission? Je pense qu'il y a lieu d'être patient. Il se peut, je le dis, je ne suis pas dans le secret des dieux, il se peut que cette commission s'asseye pour dire le travail qu'on nous a confié là. Pour bien faire ça, il faut plutôt une assise nationale. C'est possible. C'est la commission qui va faire des propositions. Je ne sais quelle proposition la commission va faire pour me mettre à devancer les choses. Je ne suis pas celui qui fait le choix pour le gouvernement. Très bien. Dernière question, donc, celle-là se rapporte au village de Sougor. Sougor, oui. Il a parlé, il voulait savoir si c'est l'opérateur économique qui fait les poteaux électriques. Si c'est bien vous, donc vous allez pouvoir y répondre. Je pense qu'il a raison. Malheureusement, monsieur Padonou, c'est moi qui fais les poteaux à Sougor. Et je comprends que... Sougor, c'est dans la commune de Semenkodji? De Semenkodji. C'est dans cette commune de Semenkodji, dans l'arrondissement de Tokwe. C'est au bord de la voie, la nouvelle voie qui va au Nigeria. Je pense que, si j'ai bonne mémoire, le premier programme lié à la confection, à la construction de la route prend en compte l'électrification. Puisque déjà la haute tension passe par Sougor. La haute tension passe déjà par Sougor. Donc il devait y avoir l'électrification de tous les villages qui sont au bord. Aujourd'hui, avec le départ de la première entreprise qui était là, qui travaillait pour, dit-on, les islamistes, et qui est parti, c'est une autre entreprise qui est venue après. Je ne connais plus le contenu. J'aurais souhaité. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas dirigeant. Je vais me mettre avec lui, avec tout le monde, pour qu'on essaie de demander à avoir l'électricité. Mais il y a déjà la haute tension qui passe par là. Donc ça va pouvoir faciliter les choses. Alors Jean Goulombe, voilà, il est temps de refermer cette émission. Madame, Monsieur, vous l'avez bien compris, on se quitte sur cette réponse de Jean Goulombe, notre invité du jour, opérateur économique et acteur politique, ancien chargé de mission du président Boni Yayi. Jean Goulombe, merci. Merci d'être venu éclairer de votre opinion les sujets qui font l'actualité. J'ai pour nous. Il est aux manettes, comme d'habitude, pour la réalisation technique de cette émission. Wilfried Adno au micro. Nous vous remercions de votre fidélité. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce programme, si Dieu le veut. Le grand rendez-vous. Soleil FM, c'est de la radio, c'est du fun et c'est du bon. Soleil FM.